À 6 km au sud de Rantepao, le village de Ketekesu est l'un des plus beaux du pays Toraja. Sur le pilier du Tongkonan, les cornes des buffles sacrifiés lors des cérémonies funéraires témoignent du statut social de la famille. Les réserves de riz sont entreposées dans l'alang. Il est construit sur des pilotis en bois de palmier pour empêcher les rats d'y grimper. Les mâchoires de porc témoignent, comme les cornes de buffle, des cérémonies funéraires passées. Un peu à l'arrière du village, on découvre de très vieux sarcophages, l'on appelait des hérongues. Les plus anciens datent du XIIIe siècle. On abritait les cercueils dans des grottes, et pour les plus riches, ils étaient installés dans les falaises pour les mettre à l'abri des voleurs et des animaux. Les cercueils figuraient souvent des animaux, ici le buffle, l'animal sacré, ou bien encore le sanglier. Au sud de Rantepao, à Londa, une haute falaise abrite quelques très anciens sarcophages de l'aristocratie locale. À l'abri de la falaise, les Taotao, à l'effigie des défunts, observent les vivants. Les Taotao sont l'apanage des classes supérieures. Les artisans qui les fabriquent en bois de jacquier ou bien en bambou sont payés en buffle. À une dizaine de kilomètres au sud de Rantepao, la falaise de Lemo abrite de nombreux Taotao et des sépultures creusées dans le rocher. Aujourd'hui, à l'exception des familles pauvres qui se contentent de cavités naturelles, c'est cette forme de tombeau rupestre qu'on appelle le liang qui domine. Au pied de la falaise, les paysans travaillent au repiquage du riz. C'est un travail épuisant. Il s'agit de lier par petites gerbes les jeunes pousses que l'on arrache à la rizière, puis ensuite de les repiquer en rangs plus espacés pour favoriser leur croissance. Dans le village de Bori, au nord de Rantepao, on découvre d'étranges mégalithes de pierre. Cet endroit qu'on appelle le Rante était dévolu aux cérémonies funéraires. Et c'est là que se déroulaient autrefois les sacrifices de buffles. On y élevait pour l'occasion une pierre d'une hauteur proportionnelle au statut du défunt. Les Toraja pensent que le défunt emporte avec lui ses biens dans l'autre monde. C'est pourquoi toutes sortes d'objets l'accompagnent dans sa sépulture. Elle est considérée par les Toraja comme leur seconde maison. Ils l'appellent la maison sans fumée, par opposition au foyer du Tongkonan. On construit encore les greniers à riz traditionnels.
L'Indonésie est le 3e pays producteur de riz dans le monde. Son climat lui permet d'obtenir jusqu'à 3 récoltes de riz par an. Deux fois par jour, un homme monte à cette échelle de bambou. Il va recueillir la sève de palmier dans un tube de bambou. Après fermentation, la sève de palmier deviendra le vin de palme, le tuac. À 25 km au nord de Rantepao, la falaise de Suaya abrite quelques très beaux tao-tao. Malheureusement, ils sont convoités par les antiquaires et les touristes occidentaux, et de nombreuses statues d'origine ont été volées, et la plupart des tao-tao aujourd'hui sont de simples copies. En pays Toraja, les bébés morts-nés ou bien décédés avant leur première dent reçoivent des funérailles spécifiques. On place leur corps à la verticale dans une petite cavité aménagée dans un tronc d'arbre. Considéré comme encore pur, le bébé poursuivra ainsi sa vie et il croît avec la sève de l'arbre pour revenir au monde originel et atteindre le Puya. À la porte du pays Toraja, on a mis à sécher le fruit du giroflier, le clou de girofle. Sur la route du retour vers Makassar, on découvre à flanc de falaise, dans un endroit inaccessible, de vieux sarcophages datant pour les plus anciens du XIIIe siècle, époque à laquelle les Toraja n'avaient pas encore laissé cette partie de l'île aux musulmans. En redescendant la côte ouest des Célèbes, nous retrouvons Makassar. Nous prenons l'avion de la Garuda en direction de l'île de Bali, où le soir nous sommes accueillis par un orchestre de gamelan.
vallée de la rivière Petanu que l'on découvre quelques-unes des plus belles rizières en terrasse de Bali. Chaque propriétaire de parcelle appartient à un syndicat d'irrigation qui veille à ce que l'alimentation en eau soit toujours assurée. En descendant au creux d'une vallée encaissée, on parvient au temple de Gunung Kawi. Contrairement au reste de l'Indonésie, majoritairement musulmane, 95% des Balinais sont hindouistes. Une source sacrée alimente les bains de Gunung Kawi où les habitants des villages voisins viennent se purifier. Les hindouistes balinais se divisent en castes et plus de 90% d'entre eux sont des soudras. Contrairement à l'Inde, il n'y a pas d'intouchables ni de division du travail en fonction des castes, mais les grands prêtres sont nécessairement issus de la caste des brahmanes. À Bali, les bons esprits habitent les montagnes et les géants et les démons se logent sous la mer. Les offrandes déposées au sol sont d'abord destinées à apaiser les mauvais esprits. Partout dans Bali, on retrouve ces offrandes déposées au sol qui font aussi le délice des poules, des oiseaux et des chiens errants. Tôt le matin, sur le site de Gunung Kawi, les femmes se dirigent vers le temple où elles vont faire bénir leurs offrandes. Toute la matinée, d'une rive à l'autre de la rivière Pakerisan, c'est un élégant défilé des porteuses d'offrandes. Ces offrandes sont confectionnées à partir de règles complexes que se transmettent les femmes de mère en fille. Les offrandes apportées au temple seront bénies par le prêtre, et les dieux se contentant d'en déguster l'essence, elles seront rapportées à la maison pour y être consommées. Creusées à même la falaise, les sépultures royales de Gunung Kawi datent du XIe siècle. Ce groupe de 5 kandis est dédié à la famille du souverain Udayana qui dirigea Bali et Java Est à cette époque. Les 4 que l'on voit ici sont dédiés aux concubines favorites d'un prince qui régna sur Bali. À Bali, les temples se comptent par milliers et chaque balinais est attaché à plusieurs temples en fonction des groupes sociaux ou territoriaux auxquels il appartient.
Les balinés participent au rituel de chacun des temples auxquels ils sont attachés, comme ici le dépôt d'une offrande par l'intermédiaire du petit prêtre. Le petit prêtre, vêtu de blanc, c'est celui que chez nous on appellerait le bedeau, qui s'occupe au quotidien de l'entretien des temples. Au nord de l'île s'étend l'immense caldeira de 13 km de diamètre du mont Batour. Haut de 1717 mètres, le volcan Batour est toujours en activité. Au-delà du Batour, vers l'est, on distingue le mont Abang et plus loin le mont Agung, point culminant de l'île avec ses 3014 mètres. Situé sur les contreforts de l'Agung, à près de 1000 mètres d'altitude, Besakih est à la fois le plus grand, le plus ancien et le plus sacré de tous les temples de Bali. L'origine de Besakih remonterait au XIe siècle, et plutôt qu'un temple, il s'agit en fait d'un grand complexe qui comprend une vingtaine de sanctuaires différents. Les 3 temples majeurs de Besakih honorent la trinité hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva. À Besakih, seuls les pèlerins sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte du sanctuaire. Ils viennent y déposer des offrandes, ils viennent y achever la longue série des rites funéraires qui suit la crémation. Ils viennent aussi recueillir l'eau sacrée pour les rituels qu'ils accompliront au village. Pendant toute l'année, ce ne sont pas moins de 70 grandes cérémonies qui se déroulent à Besakih et qui attirent des milliers de pèlerins venus de toute l'île. Ces hôtels à toits multiples s'appellent des mérous. Le nombre de toits de chaume varie de 3 à 11. Il est fonction de l'importance de la divinité. Contrairement à une idée reçue, la beauté de Bali se situe bien plus à l'intérieur des terres que sur ses rivages. Mais comment résister à une baignade dans l'océan Indien, sur la côte est, près de Candidassa? Le pavillon flottant du palais royal de Klungkung date de 1710, époque à laquelle les rois de Galgel avaient installé leur capitale à Klungkung. La toiture du pavillon flottant abrite un beau plafond peint dans le style Wayang des marionnettes de Java. En levant les yeux vers le plafond du pavillon de justice, situé tout à côté du pavillon flottant, les accusés pouvaient méditer sur le sort bienheureux qui attendait les innocents et sur les terribles châtiments qui attendaient les coupables. On y voit notamment le sort réservé aux coupables d'adultère.
Tous les 210 jours s'ouvre à Bali la période de Galungan. On y fête la victoire légendaire des Balinais sur un roi démon qui leur interdisait de pratiquer leur culte. Pendant les 10 jours de Galungan, l'île vit au ralenti, la priorité est donnée aux cérémonies de temple. Avec le riz, les femmes confectionnent les offrandes. Et alors que la cérémonie s'achève au temple, où sont les hommes, me direz-vous? Eh bien, comme souvent, ils jouent. Ces mains qui s'agitent sont autant de paris engagés. C'est la période qui précède le combat de coq. Officiellement interdit depuis 1981, les combats de coq sont tolérés dans le cadre des fêtes de temple, puisqu'ils constituent un sacrifice aux dieux. Le vainqueur reçoit non seulement l'argent du pari, mais également le coq du vaincu, que l'on s'empresse d'achever, puis de plumer, avant que ne reprennent les paris. Lorsque les deux coqs ne sont pas jugés suffisamment agressifs, on les enferme pendant quelques secondes sous une cloche d'osier. Le bâtiment dédié au combat de coq est construit dans l'enceinte même du temple. Ce jour-là, après notre visite dans les rizières, c'est notre guide local Manu, qui appartient à la secte des Brahmanes et dont le père était grand prêtre, qui nous fera visiter sa propre maison. Bon, là, c'est... Ici, il y a des autels, là. Ah, ça, c'est pour le Dieu suprême, au milieu, par là. Le Dieu suprême. Alors, c'est à côté pour les ancêtres, avec trois portes. Alors, à côté, ça, c'est pour le Dieu, c'est là. On dit le Dieu de médecin. Si on est malade, on demande le bénit par là. Ouais. À la mort du père de Manu, c'est à sa seconde épouse qu'a été transmise la charge très élevée de grand prêtre.
Elle peut l'exercer comme ici, dans le temple attenant à sa maison. On retrouve l'océan Indien, mais cette fois-ci, plus vraiment question de se baigner sur les côtes très sauvages de l'ouest de Bali. Le temple de Tanalot aurait été édifié sur ce rocher au XVIe siècle par un prêtre venu de Java. À l'entrée du temple de Batuko, un étonnant panneau qui interdit l'entrée aux femmes enceintes, aux femmes dont les enfants n'ont pas encore eu leurs premières dents, aux enfants qui n'ont pas perdu leurs premières dents, aux femmes pendant leurs règles, aux personnes en deuil, aux malades mentaux et plus généralement à ceux qui ne sont pas habillés correctement. Le temple a été construit à 2276 mètres sur les pentes de la montagne sacrée Batuko, qui veut dire la montagne de la noix de coco. Avec ses 7 toits, le mérou le plus élevé est dédié à la déesse de la montagne. Un peu en contrebas, près de la végétation, 2 autels dédiés l'un à la déesse du lac et l'autre au dieu du mont Batuko. Au 10e jour de la période de fête de Galungan, le défilé vers les temples se fait plus intense, les offrandes sont encore plus spectaculaires, c'est le jour de Kulingan.
Jika edangan alon-alon dumunen ngaturanne duane sane kampun katur durung kamil. Le temple de Tamanayun, dont l'accès est réservé aux balinais, trouve son origine au XVIIe siècle. À cette époque, l'un des plus puissants royaumes de Bali décida de transférer sa capitale dans la ville toute proche de Mengwi et d'édifier ce temple d'État. Les autels du temple de Tamanayun honorent les ancêtres de la famille royale, ou bien les monts sacrés que sont l'Agung, le Batour et le Batuko. Au son du gamelan, une procession funéraire se prépare qui va emporter le cercueil du défunt vers le champ de crémation. Les porteurs avancent, tournent, retournent, secouent le palanquin afin d'égarer les esprits malins pour éviter que l'âme du mort ne revienne hanter sa maison. La crémation a pour objet de délivrer l'âme de son enveloppe charnelle. Elle lui permettra de renaître sous une autre forme qui sera déterminée par son karma, c'est-à-dire la somme des actes de sa vie passée. Recueillies dans une noix de coco, les cendres seront jetées à la mer, d'où elles vogueront jusqu'au Gange. Quant à l'âme, purifiée, elle prendra sa place dans l'autel du temple domestique avant d'obtenir sa réincarnation. Pour aller de Bali à Java, il ne faut que quelques dizaines de minutes d'avion, le temps d'un saut de puce, de Denpasar à Yogyakarta. À Yogyakarta, on visite le Kraton, c'est-à-dire le palais du sultan, construit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la province est administrée par le sultan Hamengkubuwono X. Le statut de gouverneur a été conservé par le père de l'actuel sultan en récompense des services qu'elle avait rendus aux rebelles pendant la guerre d'indépendance. L'actuel sultan est à la fois le dépositaire de la coutume, un progressiste, et aussi un homme d'affaires avisé et un politicien de premier plan qui passe l'essentiel de son temps à Jakarta.
De vieux serviteurs gardent les lieux, portant dans le dos le Christ. À une quinzaine de kilomètres à l'est de Yogyakarta s'élève le plus grand temple hindouiste d'Indonésie, Prambanan. Achevé en 856, Prambanan avait été en grande partie démoli par un tremblement de terre au XVIe siècle. Il a été patiemment restauré à partir du début du XXe siècle. Le temple montagne dédié à Shiva est constitué de blocs de pierre de 600 kg, les plus élevés étant perchés à 20 mètres du sol. Les lions en médaillon, entourés d'arbres célestes et de créatures mi-hommes, mi-oiseaux chantants, sont caractéristiques du style dit de Prambanan. Dans une salle du temple, on reconnaît le dieu Ganesh, à tête d'éléphant, fils de Shiva. Le long du parapet du temple de Shiva, les panneaux de bas-relief évoquent l'épopée du Ramayana. Face à chacun des temples principaux, le temple de véhicule est dressé pour abriter la monture du dieu. Le buffle pour Shiva, l'oie sacrée pour Brahma et le Garuda pour Vishnu. Dans le temple de Brahma, une statue du dieu à 4 têtes. L'histoire du Ramayana, débutée sur le temple de Shiva, se poursuit sur les bas-reliefs du temple de Brahma. Après le calme de Prambanan, retour vers l'agitation au marché aux oiseaux de Yogyakarta, à l'intérieur de l'enceinte du Kraton. Il a fait Sharon. C'est moins long, les métiers, c'est moins long. C'est très bon, En javanais, batik veut dire peinture à la cire. Avant d'enduire le tissu dans la teinture, on masque certaines parties avec de la cire au moyen de cet instrument qui s'appelle le canting.
Lorsque le tissu sera teint, les zones protégées par la cire seront préservées de la couleur et on répète ensuite le procédé pour obtenir un tissu au motif riche et coloré. Avec cette méthode traditionnelle, la fabrication d'un batik peut prendre plusieurs mois. Le théâtre d'ombre de Java s'appelle le Wayang Kulit. Le dalang, le marionnettiste, est capable d'animer seul une quarantaine de personnages en leur prêtant sa voix, en effectuant les bruitages. Il peut tenir le public en haleine pendant des heures. Plein d'imagination, le dalang brode à partir d'un thème principal traditionnel et il lui arrive de pimenter son récit d'allusions à l'actualité. Les marionnettes du théâtre d'ombre javanais sont découpées avec soin dans une peau de buffle. Les marionnettes sont ensuite peintes à la main, de couleurs vives, et souvent rehaussées de feuilles d'or. La dernière soirée à Java sera donnée dans l'enceinte même du Kraton. À l'intérieur d'un des palais, nous assisterons à un spectacle de danse. Borobudur est plus ancien que les temples d'Angkor. Plutôt qu'un temple, il s'agit en fait d'un stupa qui a été construit au 8e siècle. L'architecture de Borobudur est unique au monde. Son socle supporte 5 terrasses carrées, surmontées de 3 terrasses rondes et d'un immense stupa. Conçu comme un mandala, Borobudur est un labyrinthe concentrique que le fidèle parcourt en suivant les 10 étapes de l'initiation pour parvenir à la sagesse. Les bas-reliefs des murs de la première galerie présentent des épisodes de la vie de Bouddha.
said, my pretty fair maid. Pendant toute la phase du parcours initiatique, le shtupa du sommet restera invisible aux fidèles. I'll be in my green castle. Your beauty shines so clear. Your beauty shines so clear. C'est à partir de la 5e terrasse que le panorama s'ouvre sur la vallée. C'est seulement à ce stade que le fidèle a suffisamment appris sur le monde pour pouvoir le contempler. Les 3 terrasses circulaires du sommet sont hérissées de 72 shtupas ajourés. Chacun des shtupas abrite un Bouddha en méditation. Beyond a mortal life, if perchance you ask for me, you will not be found. Dégagé de la végétation à l'initiative du gouverneur anglais Raffles, restauré par les Hollandais au début du XXe siècle, consolidé par l'UNESCO de 1975 à 1984, Borobudur est un monument unique. Pour moi, il ne pouvait y avoir de plus bel endroit pour achever mon parcours en Indonésie.